genocide in relation to the Palestinians in Gaza. Столетиями набивать брюхо человеческой плотью, окрадывать вот это. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Мы не имеем права позволить ни секунды слабости. Ни секунды. Après tout ce temps, que faire pour que vous compreniez ? من العدا سلام. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission que j'ai montée pour Bertrand Cholat. Alors c'était Jean-Michel Vernochet en direct à quelque part en France. Bertrand, bonjour. Écoute, Bonjour j'ai Charles, quelle nuit! oui, quelle nuit et quelle matinée. T'as pas assisté à l'émission de ce matin avec mes invités. J'ai eu le droit à une série d'insultes suite à l'analyse de l'attentat de Donald Trump. Chose certaine, ça a mis les gens dans l'émotion. On craint plusieurs conséquences à ce geste-là. Avant d'aborder la question de l'émission, les États-Unis, la meilleure démocratie au monde que je viens d'aborder avec Monsieur Vernochet, peux-tu nous apprendre du nouveau concernant cet attentat-là? Qu'est-ce que tu en retires de ça actuellement? Déjà, tu viens de montrer qu'à ton échelle, ce que tu ressens, c'est que ça a exacerbé les tensions entre les personnes. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et parce que c'est un fait tellement majeur, c'est un fait extrêmement important, c'est-à-dire que ça cristallise toutes les options. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont persuadés que c'est ce qu'on appelle un false flag, c'est un faux attentat. Et c'est un peu ce que les médias essaient de faire passer. Donc, ils disent, mais peut-être que c'est Trump, ou peut-être que c'est un coup des Russes, ou peut-être que c'est parce que en réalité, cette personne était un républicain, etc. Donc, tu as des gens qui se sont déjà convaincus maintenant
que en réalité, tout ce qu'on va leur raconter, c'est faux. Tu as les gens qui disent c'est quand même très bizarre que les services secrets aient laissé passer quelqu'un aussi près avec une arme de cette taille, de ce calibre, qui en plus avait fait des vidéos menaçantes la veille, qu'il avait mise en ligne sur les réseaux sociaux, puisqu'il annonce ça, il habite à proximité, etc. Donc, je ne dis pas qu'il faut surveiller, mais tu vois, on sait que Trump est une cible. Donc, quelqu'un qui poste ce message, il doit être identifié comme une personne à risque. Tu vois, il y a forcément des gens qui se disent qu'est-ce qu'il a en tête, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qui lui est arrivé au cours des dernières semaines. Donc, comment un toit d'entrepôt à 130 mètres d'une scène avec un angle de tir parfait, puisqu'en réalité, l'angle de tir, enfin, tous les professionnels disent en fait, il y avait deux endroits, là où il y avait les snipers des services secrets, et là où était ce sniper, c'était les deux endroits parfaits. Et les images montrent que les snipers des services secrets ont identifié cette personne. Donc il a été vu, il n'est pas, et si tu veux, il n'est pas là sans avoir été vu. Et il est tué d'une seule balle, c'est-à-dire qu'il ne parlera pas. Donc c'est quelqu'un, on ne va pas savoir s'il a été approché par des personnes qu'il ne connaissait pas depuis quelques semaines, etc. Il y a des gens qui ont dit, voilà, les services secrets ont nettement moins surveillé ce lieu à Butler, parce que comme la semaine prochaine, en fait c'est même pas la semaine prochaine, c'est demain, démarre la convention des républicains à Milwaukee, et que Trump se balade énormément, eh ben, il est possible qu'ils aient un petit peu négligé, parce que c'était pas forcément un gros événement, c'est dans un terrain qui est quand même plutôt très favorable à Trump, alors que Milwaukee, c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup d'enjeux, puisqu'il y a beaucoup de personnes clés, dont certains sont détestés, d'autres sont adorés, donc et des gens disent peut-être que les équipes des services secrets ont concentré beaucoup plus d'efforts à Milwaukee qu'à Butler, et donc ça pourrait expliquer un certain nombre de choses. Sauf que sur Google Maps, il y a une échelle qui permet de monter. Donc il y a plein d'hypothèses. Il y a des gens qui disent on l'a vu monter et glisser sur le toit avec un fusil. On a prévenu la police, on a prévenu le FBI, mais ils nous ont pas écoutés. Et quand je dis ça, si tu veux, ça rappelle un peu les événements du 7 octobre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont alerté, y compris le ministre de la Défense égyptien, y compris des personnes parmi les services secrets israéliens. Et même quand ils insistaient en disant non, non, il faut que vous prêtiez attention, c'est très important, on leur disait non. Et donc, à tel point que le tir a pu avoir lieu. Il y a des gens qui disent il y a eu 2 tirs, il y a des gens qui disent il y a eu 5 tirs, il y a des gens qui disent il y a eu 8 tirs. On voit bien qu'il y a pour l'instant beaucoup de mystères. Il y a des gens qui disent il avait un complice qui a été arrêté aussi. Est-ce que c'est vrai? On a une personne qui est morte, on a une personne qui est grièvement blessée. Est-ce qu'elles ont été blessées par la même balle que celle qui a tué Trump, enfin qui devait tuer Trump ou pas? En réalité, on ne sait pas. C'était quoi le calibre? Est-ce qu'il était en calibre, parce que c'est une arme, d'après ce que maintenant on sait, qui est une ancienne arme des années 50-60 américaine, qui est une arme qui peut être automatique, qui semble-t-il peut tirer précisément à 300 mètres, donc à 130 mètres, ça veut dire qu'un un tireur correct avec un viseur, il est capable de tirer dans un verre ou dans une canette à tous les coups. Donc là, il semble que Trump a bougé. Ça aussi, c'est des images qu'on voit. Il fait un hochement de tête juste au moment où la balle arrive. Donc quand on voit les images au ralenti, en fait, il penche la tête sans doute juste assez pour que la balle ne le tue pas ou ne le blesse pas très grièvement. Compte tenu du niveau, peut-être ça aurait tapé sur un os dur, puisque la personne qui a été tuée,
elle était en vie pendant pas mal de temps, puisqu'il y a un secouriste qui décrit en fait qu'il a pratiqué les gestes d'urgence, que la personne allait bien, mais qu'il y avait quand même un trou dans la tête et qu'il y avait les risques d'épanchement de matière cérébrale. Mais on sait que c'est pas parce qu'on a une balle dans la tête, il y a beaucoup de cas de gens qui vivent très bien, malheureusement, avec des balles dans la tête. Ça fait partie des mystères du corps humain, en fait. C'est pas parce que quelque chose touche le cerveau qu'on meurt. C'est sûr que si on a une balle dans le cœur, il y a une forte chance de mourir, parce que le cœur, c'est un muscle. Le cerveau fonctionne différemment. C'est-à-dire, il y a des parties du cerveau qui peuvent être atteintes. Donc, c'est pas... voilà, c'est pas immédiat. En revanche, si on tire dans l'oreille et que ça touche le sommet de la colonne vertébrale, là, la mort va être immédiate. Donc, c'est compliqué tout ce qui se passe. Tu dis, est-ce qu'il y a des nouvelles informations? En fait, on est vraiment aujourd'hui, depuis des semaines, depuis des mois, depuis qu'on collabore, Karl, on est dans un brouhaha d'informations. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune information fiable. Il y a des gens qui entendent des informations et quand ils les écoutent, ils disent « la Russie, c'est très mal ». Et il y a des gens qui écoutent d'autres informations et ils disent « l'OTAN, c'est très mal ». Il y a des gens qui écoutent et qui disent « Macron fait bien le job ». Et il y en a d'autres qui disent « il se moque de tout le monde, c'est un cauchemar ». Il y a des gens qui sont fans de Trump. Il y a des gens qui le détestent. On n'est plus du tout dans un monde où les positions sont calmes, elles sont sur la base de faits. En fait, les gens suivent leur télé ou leur gourou et ils ne savent pas s'en détacher. On voit bien sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui écoutent des personnes qui leur mentent sans cesse, qui leur racontent sans cesse des bêtises, mais ils ont du mal à s'en détacher. C'est comme pour les injections. Les gens voient bien que ça leur a pas servi. Ils ont eu plusieurs fois le Covid, ils ont autour d'eux des personnes qui ont des problèmes, mais ils ne réussissent pas à se dire que les gens qui leur ont dit de le faire, peut-être qu'ils n'avaient pas des bonnes intentions, peut-être qu'on leur a menti sur le produit. En fait, c'est ça à quoi ressemble le monde aujourd'hui, c'est un peu des choses dont a parlé Simone Veil, Hannah Arendt, etc. Beaucoup de gens qui ont étudié le monde politique et la scène politique, et c'est vraiment pour faire une transition vers ton sujet, c'est qu'on n'a plus d'informations fiables, sereines, à laquelle on peut accéder. Et on a des gens, tu sais, si tu regardais une télé américaine, canadienne, européenne, en fait, ils démarrent en disant « oh là là, on est tous unanimes pour dire il ne faudrait pas tirer sur Trump ». Et petit à petit, au fur et à mesure de la journée, on en vient à dire il est quand même responsable parce qu'il déclenche à son encontre de la haine parce que les gens comprennent que c'est quelqu'un de dangereux. Et donc, tu sais, c'est comme un petit poison qui s'est diffusé. C'est pas normal que quelqu'un déclenche tellement de haine au point que même des gens qui sont censés être républicains aient envie de le tuer au péril de leur vie. Et c'est ça qui va être répété, répété, répété. Et donc, en fait, les médias essaient de faire passer Trump pour responsable de tout ce qui lui arrive. Et là où Trump a été bon, et c'est ce qu'on a dit dans la nuit ensemble, c'est qu'il a compris aussi qu'il était dans une situation où il allait avoir des images très importantes qui allaient être partout dans le monde. Et c'est vrai qu'il a pris des postures, mais il a vraiment été blessé. J'ai aucun doute sur le fait qu'il n'a pas joué Guillaume Tell. Tout le monde connaît l'histoire de Guillaume Tell où le père met une pomme sur la tête de son fils et il doit tirer une flèche. Je pense pas que Trump soit assez fou pour participer à une telle manœuvre. Donc il a vraiment eu ce réflexe de combattant, de boxeur ou de street fighter qui passe mais vraiment à 2 doigts de la défaite et qui réussit, là il est passé à 2 doigts d'être tué, ou que ce soit très grave, et qui se relève et qui dit bah voilà, je me suis relevé, et qui fait passer le message. Imaginez si la même chose était arrivée à Biden. Bah, tu vois, Biden, il a du mal à tenir debout, il a du mal à avoir conscience de ce qui se passe. Et donc, c'est par différence, on se rend compte que Trump est vieux également. Il a également 80 ans, mais il est encore en bonne forme. Enfin, il a
proche de 80 ans, je ne sais plus son âge exact. Ouais, il n'y a pas tout à fait 80. Ouais, il a 79 ans, mais Biden a plus, et on voit qu'il y a un vrai problème. Mais surtout, ce qu'on voit, et pendant toute la journée, les gens parlaient de qui... 78 ans, Bertrand. Ouais, pendant la journée, les gens disaient, mais qui pourrait remplacer Biden? Puisque maintenant, tu vois, ça risque d'avoir un effet, en tout cas à court terme, très positif sur Trump. Mais on sait qu'on va avoir plein d'autres surprises, puisque tous les jours, il y a des surprises. Tu vois, le débat, ça, la visite de Zelensky aux 75 ans de l'OTAN, des attentats terroristes tous les jours, enfin le génocide qui continue à Gaza, hein, puisque c'est en tout cas le terme qui est utilisé par la Cour internationale de justice. Eh bien, on se dit, à part eux, il y a le vide. Personne ne se dit qui pourrait être un candidat vice-président idéal pour Trump. Les gens maintenant osent évoquer Kamala Harris pour être candidate à la présidence, parce qu'ils se rendent compte que Obama, ça passe pas, Michael, ça passe pas. Donc, c'est très compliqué. Ils évoquent, enfin, tu vois, le gouverneur de Californie, mais qui, bah, c'est compliqué, tu vois, la Californie, même si maintenant elle est en train de se redresser après une période. Donc, les États-Unis sont vraiment dans une situation précaire. Et dans les différentes émissions qu'on a fait au cours des dernières semaines, on a évoqué la fragilité du dollar, et qui est plus fragile que jamais, puisque même l'Arabie Saoudite a fait passer le message à l'Europe, mais si ça s'adresse à l'Europe, ça s'adresse aux États-Unis, de dire, si vous décidiez de prendre, pas que confisquer, mais de vous attribuer l'argent des Russes, sachez et il dit ça à l'euro, hein, donc à l'Union européenne, sachez qu'on bazardera les euros. On ne va pas garder de la monnaie si vous l'utilisez pour faire pression alors qu'on l'a eu totalement légalement et qu'elle appartient à notre peuple. À la limite, moi, en tant que chef d'État, vous pouvez avoir quelque chose contre moi, mais vous ne pouvez pas vous attribuer un bien du peuple russe ou du peuple souverain d'Arabie Saoudite. Parce qu'il y a une grosse confusion, si tu veux. C'est-à-dire que quand ils annoncent qu'ils vont donner cet argent à l'Ukraine, c'est pas de l'argent qui est volé à Poutine, c'est pas de l'argent qui est volé au gouvernement russe ou au ministre russe des forces armées ou n'importe. C'est de l'argent qui appartient au peuple russe. C'est-à-dire c'est une punition, une nouvelle punition collective contre un peuple. Et on est dans une époque de punition collective. C'est-à-dire qu'on a vu la punition collective avec le Covid, sous-entendu, voilà, il y a des populations à risque, donc tout le monde va rester enfermé. Il y a des populations à risque, donc on va vacciner les enfants et les bébés, alors que ça n'avait aucun sens. En fait, aujourd'hui, on dit à tout le monde, on va faire la même chose à tout le monde. C'est-à-dire, ils veulent capturer ou tuer des membres du Hamas, eh ben, ils s'en fichent de tuer, de démembrer, d'amputer, d'estropier des enfants, des femmes, des journalistes, des médecins. Les hôpitaux sont détruits. Enfin, tout est fait pour déshumaniser et supprimer l'individualité des gens. Et le seul cas où tu as le droit d'avoir une individualité, c'est quand t'es déviant, entre guillemets, t'es hors norme. Donc c'est la transsexualité, c'est toutes ces choses-là qui sont pas des choses... Évidemment, les gens qui sont trans, ils sont des victimes, mais faire du prosélytisme et inciter des enfants de 8-12 ans de le faire et les mettre en avant en disant c'est un triomphe de la société, qu'on soit tellement évolué qu'on ne vous paye pas pour bien voir, on ne vous paye pas pour bien mâcher, donc pas les dents, pas les yeux, pas les oreilles, ça il faut payer. Mais si il faut vous enlever votre bite et vous faire un vagin, on est prêt à mettre 150 000 balles sur la table. Donc de quoi faire beaucoup de dents à des gens qui ont plus de dents, de quoi faire beaucoup de lunettes à des gens qui voient pas clair. Enfin, tu vois, il y a un véritable problème. Parce que quelqu'un qui voit pas clair, c'est pas forcément un handicap moindre que, tu vois, avoir un sexe d'homme quand tu te sens femme.
Enfin, je sais pas, tu vois, comment sont jugées les priorités pour la société. Tu vois, tout est euh, orienté vers une culture de ces gens-là nous disent on est des dieux en fait, on est capable de comprendre ce qui est bien pour tout le monde. Tuer quelques civils palestiniens, c'est bien parce que ça débarrasse la société de terroristes dangereux. Mais à aucune époque dans l'histoire de l'humanité, parler comme ça a été acceptable. Les seuls qui faisaient ça, pendant les 6 mois qui ont suivi le débarquement américain en Normandie, les Américains, je ne sais plus le chiffre, ils ont fait 3 ou 5 fois plus de victimes civiles en France que les nazis pendant toute la guerre. Il faut demander aux gens du Havre, aux gens de Caen, aux gens de Lisieux. C'était des tapis de bombes qui tombaient sur les villes, indépendamment du fait que d'une part les gens jusqu'à là avaient été plutôt bien traités, et d'un seul coup, alors qu'ils étaient censés être libérés, ils étaient libérés d'une chose, de leur vie. C'est comme les Irakiens. Non mais c'est des choses qui sont oubliées. Et au débarquement, évidemment, la Russie qui a perdu 27 millions de personnes, et c'est un chiffre qui n'a jamais été contesté par personne. De tous les chiffres de la Seconde Guerre mondiale, c'est le seul chiffre qui n'est pas contesté. Eh bien, ils ne sont pas invités. Ils sont quasiment vaincus, seul le nazisme. C'est-à-dire si 80 ou 90% des forces nazies n'avaient pas été face aux Russes, enfin aux Soviétiques à l'époque, le débarquement n'aurait jamais pu se faire. Et en plus, je suis désolé, je vais sortir quelques chiffres parce qu'il va falloir qu'on arrive à ce thème ésotérique. Mais le débarquement, il s'est fait le 6 juin à 6 heures du matin. Et c'était une date à laquelle tenait particulièrement Roosevelt. Pourquoi est-ce qu'il tenait à un 6, 6, 6 ? Alors que les conditions de mer étaient très mauvaises, et on le sait puisqu'une grande partie des soldats et des GI qui sont morts lors du débarquement, ils sont morts à cause des conditions météo. Parce qu'en fait, ils étaient sur des bateaux de débarquement à fond plat, et quand la Manche elle est très agitée, eh ben, je peux te dire que les bateaux, ils étaient retournés. Donc quand tu es en treillis avec ton fusil, avec tes cartouchières et que tu sais pas très bien nager dans une eau, même en juin, l'eau elle est encore froide, bah, c'est compliqué. Mais, et l'élection quand même de la semaine dernière en France, 66,6% de taux de participation. Macron, il avait été élu la première fois en 2017 avec 66,06% des voix. Si tu veux, ces 3-6, ils sont partout. Alors il y a des gens qui disent, mais non, c'est un jeu pour occuper les gens comme Bertrand. Mais non, mais c'est pas un jeu. Il suffit de regarder le billet de 1 $ pour comprendre que les rites, les chiffres symboliques, maçonniques, lucifériens, khazars, vampires, appelez ça comme vous voulez, ils sont partout. Et c'est une manière avec laquelle ces gens-là communiquent entre eux. Et donc, il y a des gens qui se sont déjà intéressés à la date d'aujourd'hui, le moment où Trump a été tiré dessus. Donc, c'était le 14 juillet, du point de vue de la France, mais 13 juillet. Et en fait, c'est une date très spéciale à l'intérieur du mandat et par rapport à la fin du mandat. C'est-à-dire qu'on serait à 66,6... Enfin, c'est complètement délirant quoi, en termes de mois et de jours. Enfin, j'ai vu les chiffres, je ne suis pas allé vérifier, mais c'est des gens qui sont vraiment, qui font ça très sérieusement. Mais tu vois, on est à 3 mois, 3 semaines, 3 jours du jour de l'élection en novembre. Mais on est également à je ne sais pas combien de mois, 66. Enfin, tout ça, c'est délirant. Je sais que c'est délirant. Mais en fait, ce qui est important,
c'est pas que toi ou moi on y croit, ou les gens qui nous regardent y croient, c'est qu'ils utilisent ça pour se parler, pour passer entre eux des messages. Puis, Bertrand, je reviens sur l'émission que j'ai eue ce matin parce que c'est fort révélateur de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Certains m'ont reproché de ne pas avoir été, d'avoir permis des insultes et autres. Moi, j'ai quand même été pris de court pendant cette émission-là. Et à la fin de l'émission, j'ai quand même pris le temps de faire le point sur la partisanerie, jusqu'à quel point les Occidentaux, un Occident décadent, il y a qui est essentiellement américaine. Hein? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le cinéma, la musique américaine a complètement occupé nos cerveaux. Et là, c'est en train de décliner. Tu t'as parlé du dollar américain et du cas de l'Arabie Saoudite. Merci d'en faire mention, parce que je pense que cette semaine, c'est un des points marquants de l'actualité internationale. Il y a aussi le Japon qui n'a pas embarqué dans certaines mesures aussi que tu pourrais peut-être aborder tantôt. Mais là est arrivée une série d'événements pendant mon émission où là, j'ai un de mes collaborateurs qui a affirmé que les États-Unis avaient la meilleure démocratie au monde. Et là, je voudrais qu'on prenne quelques minutes là-dessus pour réfléchir sur ça, parce que moi, je l'entends ici au Québec depuis plusieurs années. Les pro-américains qui vont souvent aussi parler contre le régime chinois, russe. Ils sont dans un mode de pensée qui date de plusieurs décennies, les décrivant comme des dictatures, comme la Chine, 1,3 milliard d'individus. Ça se gouverne pas comme un pays comme la France à 70 millions. Ça se gouverne pas comme un pays comme le Canada à 33 millions. Quand on se met à évaluer les constitutions, puis que un se pète les bretelles, dire on est les meilleurs. En France, j'ai entendu beaucoup pendant la campagne électorale les fameuses valeurs républicaines françaises que tout le monde s'attribue. Pourrais-tu nous dire comment est arrivé l'Occident à se penser toujours supérieur aux autres et la difficulté de se remettre en question? Parce que là, on vit des problèmes réels. On risque d'en vivre plusieurs dans les prochains mois et on va faire face à la réalité. Comment on est arrivé là? Déjà, et il faut bien voir que la Constitution américaine, elle va bientôt avoir 250 ans. Donc la base de la Constitution américaine, hein, c'est 1787, je crois. Et c'était un document très court, avec, et moi j'adore les premiers articles, mais d'une façon générale, le document d'origine de la Constitution américaine, parce qu'il est, je trouve, d'un bon sens extraordinaire. Le premier article de la Constitution américaine, et c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, Karl, c'est sur le droit de s'exprimer, la liberté de penser. Donc, ceux qui ont écrit la Constitution américaine, contrairement à la Constitution française, ils disent pas, comme dans la Constitution française, ils disent les hommes naissent libres et égaux en droit. Ce qui veut absolument rien dire. Et puis, de toute façon, c'est absolument faux, parce qu'il n'y a pas d'égalité. Donc déjà, il y a un mensonge. Donc la Constitution européenne, on voit qu'elle est complètement maçonnique. On pourra y revenir. Mais la Constitution américaine, que beaucoup pensaient être une constitution maçonnique, ne l'est pas du tout. Le premier article, même s'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, voilà, c'est une constitution qui s'intéresse au peuple. Elle a été faite par une élite, mais en imaginant quel était le document qui protégerait au mieux le peuple. Et donc le premier article, c'est sur la liberté d'expression. Parce que les constituants américains ont considéré que si un peuple ne pouvait pas s'exprimer, qu'il était privé de sa parole, qu'il était privé de sa liberté de dire ce qu'il pensait, même s'il avait tort, même si c'était
insultant, vulgaire ou ce que tu veux, en fait, ils n'avaient aucune liberté. Puisque la principale liberté de l'homme, c'est pas de se déplacer, c'est pas de mouvoir, c'est de penser. C'est-à-dire que si on n'a pas notre pensée, on n'est plus un homme, on est un végétal, on est ce que tu veux. Mais tu vois, c'est la caractéristique essentielle. Et donc, ils sont partis de ce postulat. Et le deuxième article de la Constitution américaine, et on va beaucoup en entendre parler dans les jours qui viennent, énormément. C'est pour ça qu'il y a tout de suite ce débat sur la Constitution américaine, c'est sur le port d'armes. Mais beaucoup de gens ignorent pourquoi, aussi vite, dans la Constitution américaine, il y a un article qui dit la liberté du port d'armes. C'est quoi? C'est un peuple violent? Pourquoi ils trouvent ça normal? C'est des cow-boys, etc. Pas du tout. Les Américains, les constituants disaient, cette constitution, elle est faite par le peuple, pour le peuple. Alors on est un certain nombre à l'écrire, mais qu'est-ce qui peut arriver de pire au peuple? Ils pouvaient penser, mais imaginons maintenant qu'il y a un gouvernement tyrannique qui arrive. Et c'est ce qui est en train de se passer en Europe, c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe partout, et qui veut priver de la liberté de penser et de s'exprimer. Comme les États ont la violence légitime et l'armée. Si le peuple ne peut pas s'armer, si le peuple, il ne peut pas reprendre le pouvoir qui a été pris par la tromperie ou qui a été pris par la tricherie d'un dictateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre le pouvoir et qui, par les médias, par les lois, va petit à petit priver les gens de leur liberté d'expression. Donc il va y avoir des faux sondages, des fausses émissions de télé, des faux... Enfin, exactement ce qu'on vit au Québec, ce qu'on vit aux États-Unis, ce qu'on vit en Europe. Et donc, très intelligemment, ils ont dit, il faut que le peuple en permanence puisse avoir une arme, mais pas pour que les gens se tuent entre eux, pour qu'ils puissent détrôner un tyran qui tromperait le peuple et que le peuple ne pourrait plus virer légalement, et seule la force pourrait permettre au peuple de virer. Et ça, c'est très, très important, parce que ces deux articles, en fait, ils ne se trouvent réellement à ce niveau d'intelligence que dans la Constitution américaine. Et c'est en ça que la Constitution américaine a une vraie force, parce que c'est la seule Constitution qui permet à tout moment au peuple, y compris par la violence, mais une violence qui serait légitime, puisque cet article 2 ne s'applique que pour virer un tyran qui voudrait nuire à l'article 1. Et donc tu ne peux pas toucher, quand tu es un vrai constitutionnaliste américain, même s'il y a des abus, il y a des gens qui utilisent leurs armes pour faire des tueries ou n'importe quoi, c'est pas bien, il faut sanctionner ces gens-là, et il y a d'autres lois qui permettent de les sanctionner, et ça c'est très important, mais ça ne légitime pas de toucher à ce deuxième article de la Constitution, qui n'a rien à voir avec l'usage au quotidien d'une arme, qui est de permettre à tous les habitants d'être armés pour renverser un tyran. Et c'est uniquement dans ce cadre que cet article 2 existe. Et donc, quand on veut toucher l'article 2, en fait, on détruit tout l'esprit de la Constitution. Et ce qui vient de se passer avec Trump, et l'arme qui est utilisée, et je pèse mes mots, va permettre de toucher cet article 2 et va permettre de donner l'impression, y compris à des républicains, que finalement, c'est pas une mauvaise idée de supprimer les armes automatiques, les armes, de les interdire, etc. Et donc, on a déjà cette petite musique qui commence, on a trop de tueries, et comme, c'est ce qu'on s'est dit cette nuit, on sent bien qu'il va y avoir des tensions, il va y avoir des Black Lives Matter dans la rue. Parce que qu'est-ce que sont en train de se dire les gens démocrates, mais les gens surtout qui détestent Trump, donc les mouvements financés par Soros pour simplifier. Ils sont en train de se dire exactement ce que beaucoup de républicains se disent. Il y a plein de républicains qui disent
waouh, comme Trump a survécu à son attentat, il est élu maintenant, il n'y a plus aucun problème. Et donc les gens qui veulent pas voir Trump, ils sont désespérés. Ils comprennent que démocratiquement, il n'y a plus aucune chance de le battre à la loyale. Donc pour eux, il n'y a plus de limite. Il faut faire la guerre civile, il faut créer le chaos, il faut créer les conditions pour que Trump ne passe pas, voire même tout type d'attentat. Donc là, c'est vraiment la porte ouverte, puisque tous les républicains, tous les analystes les ont provoqués en disant « ça y est, c'est bon, Trump a survécu, regardez cette photo, soit il gagne l'élection, soit il est tué. Il n'y a plus d'option. » Et une balle d'ailleurs dans le cerveau aurait pu le rendre tétraplégique, aurait pu le rendre végétatif, tu vois, il aurait pu survivre, mais sans être, tu vois, mais là, si tu veux, et c'est ce qu'on s'est dit pendant la nuit, si tu te rappelles, on s'est dit, les dés sont jetés, il n'y a plus de limite maintenant. Parce qu'en fait, le carburant qui est donné à Trump par cet attentat manqué va encore plus cristalliser les gens qui l'adorent et cristalliser les gens qui le détestent. Et les indécis vont continuer, comme à chaque fois, être manipulés par les médias qui disent « Regardez la violence que déclenche Trump ». Il avait fait ça le 6 janvier. Très important, toujours ce côté 6 janvier. Il déclenche, et je le disais en introduction, le fait que même des supporters, entre guillemets, puisque la personne est censée être inscrite chez les Républicains, il fait des dons que chez les démocrates, mais bizarrement, il est inscrit chez les Républicains. Il faudra qu'on m'explique la logique. C'est comme si c'était des bombardements, tous ces gens-là, puisqu'il s'est inscrit que l'année dernière, enfin, il n'y a pas très longtemps. Comme si, tu sais, c'était le petit poussé. Tu avais des agents activables. Alors, il y a des personnes qui appellent ça MK Ultra. On sait très bien, on a eu ça avec certains attentats en France. Tu as des gens qui sont identifiés, des loups solitaires, et ils vont être pris en main par des agents secrets. Alors, ça peut être des agents du Mossad, des services secrets turcs, des services secrets américains, des services secrets anglais, français, etc. Ils sont très forts pour ça. Très forts pour infiltrer certaines couches de la société et identifier des personnes qui vont être facilement manipulables et manœuvrables pour faire ce type d'action. Parce que la question, c'est comment il a tout ça, comment il se sent. Le tireur, il se sent surpuissant. Il fait une vidéo qu'il met sur YouTube et il faut voir la vidéo. Il dit, voilà, je me présente, hein, je déteste les Républicains, je déteste Trump et ils n'ont pas eu de chance, ils sont tombés sur moi. Sous-entendu, je suis un super-héros. T'imagines, pour dire ça, un vrai professionnel, il parle pas. On a tous vu des films ou des professionnels. Le professionnel, il ferme sa gueule, il prépare, il est en silence, il veut pas être vu, il fait son truc, il disparaît. Donc là, on n'a clairement pas un professionnel, on a un mythomane auquel des gens ont demandé de laisser aussi ces traces-là. Puisque comme la probabilité qu'il soit tué, vu les circonstances de sa tentative d'assassinat de Trump, je ne sais pas, les instructions manifestement des services secrets, c'est tuer. Alors c'est très étonnant parce qu'en fait, ils auraient pu le rendre inoffensif. Tu vois, avec les armes qu'ont les services secrets, à 130 mètres, ils sont capables de lui couper le doigt. Tu vois, ils sont capables de lui couper la main ou ils sont pas obligés de lui tirer entre les deux yeux. Mais bon, moi je vais pas juger, hein, c'est peut-être ça la norme. Je dis juste que c'est dommage que tous les assassins de présidents aux États-Unis, ils se fassent tuer. Tous. C'est-à-dire, tu regardes l'histoire des États-Unis, à chaque fois que quelqu'un tue un président américain, il est tué. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est là et qui le tue. Donc on ne sait jamais. Alors que ce serait intéressant de savoir. On en parlait cette nuit. Les Russes, quand il y a des attentats, c'est vraiment le cas ultime où ils tuent. Mais le policier qui tuerait quelqu'un qui a fait un attentat, à mon avis,
en tout cas, on ferait passer le message que ça doit plus se reproduire, sauf vraiment danger de mort. Parce que le plus important, c'est pas de tuer le terroriste, c'est de savoir qui l'a commandité. Parce que c'est ça qui est important. C'est de savoir par quel mécanisme il est arrivé là. Parce qu'aujourd'hui, le mécanisme, les gens qui contrôlent les médias, ils vont pouvoir inventer n'importe quoi. Ils vont dire, c'est les complotistes. C'est l'émission de Karl Brochu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Europe veut censurer. Et on revient à la Constitution américaine. Dans la Constitution américaine, en principe, ce qui se passe n'est pas possible. Et l'astuce de l'Union européenne, avec sa DSA, sa loi, c'est qu'ils obtiennent des réseaux sociaux de pratiquer la même loi. Et on remarque aux États-Unis, ce qui n'arrivait jamais avant la période du Covid, arrive tout le temps maintenant. C'est-à-dire qu'avant, aux États-Unis, tu pouvais être du Ku Klux Klan, tu pouvais être nazi, tu pouvais être mille choses. Les gens ne considéraient pas que c'était bien, mais l'article 1 de la Constitution ne laissait aucune ambiguïté. C'était ton droit. Et c'est pas un petit droit, c'est ton droit numéro 1. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il vaut mieux que quelqu'un exprime des idées complètement folles, des idées malades. D'abord, ça permet de l'identifier. Et donc, tu peux aller le voir et essayer de comprendre pourquoi il a ce type d'idées. Et essayer de lui expliquer pourquoi c'est des idées horribles. Mais tu vois, déjà, c'est bien. Tu vois, c'est comme une maladie. Il vaut mieux avoir une maladie avec des symptômes qu'une maladie sans symptômes. Donc, une société dans laquelle il y a de plus en plus de gens fascistes et nazis, et c'est très important qu'ils puissent s'exprimer parce que tu vas pouvoir corriger le tir. Si ça devient des sociétés secrètes et que plus personne n'a confiance dans les gouvernements, eh ben, cette maladie peut grandir puisque personne ne peut contrer. Mais surtout, comme toutes les choses qui sont secrètes, on peut fantasmer ce qui s'y passe. Tu sais, c'est comme pour des Israéliens, qu'est-ce qui se passe derrière le mur de Gaza ? Eh bien, ils se disent, dès 4 mois, ils préparent les enfants avec des terroristes. C'est pour ça que les civils, on s'en fout. Qu'on leur donne pas à manger, qu'on leur donne pas à boire, pas de médicaments, pas de machin. On a entendu, même les ministres parlent comme ça. Donc on ne me dise pas que si des ministres osent parler comme ça à la télé, c'est pas quelque chose qui est répandu dans la population. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui aux États-Unis. C'est-à-dire que quand il y a un événement comme ça, il y a un tel clivage entre la droite dite conservatrice, patriote de Trump et les démocrates dits progressistes, wokistes, etc., qu'en réalité, il est très facile pour les uns de diaboliser les autres. Et en utilisant Poutine, puisque là, maintenant, ils sont nouveaux. Mais Trump est proche de Poutine, il veut pas aider l'Ukraine. Enfin, tout est transformé. Trump, il dit pas « je veux pas aider l'Ukraine », ce qui serait une sage décision, par ailleurs. Il dit « je vais faire la paix très rapidement ». Mais il dit la même chose concernant Israël. Donc, il est très possible qu'également, en Israël, les gens soient pas très contents. Mais, et je suis désolé, je parle beaucoup à chaque fois, mais en ce moment, il y a quand même cette envie de tuer beaucoup de dirigeants. Zelensky, devant la télé américaine, annonçait qu'il avait envie de tuer ou de faire tuer Donald Trump. Le Premier ministre slovaque... Bertrand, c'est très important ce que tu dis là, parce que j'ai eu des commentaires ce matin et concernant ça. Explique-le comme il faut aux gens, là. Oui, parce que on ne l'entend pas partout, celle-là. Zelensky était interviewé par une chaîne américaine en parallèle des festivités, entre guillemets, des 75 ans de l'OTAN. Et il s'exprimait sur la nécessité de continuer à aider son pays, d'armer son pays, qui était en réalité la dernière barrière, le dernier rempart contre la tyrannie russe. Et le journaliste lui disait, mais vous, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour empêcher ça ? Et lui a dit explicitement,
qu'en fait, il considérait que peut-être une des seules solutions, c'était de tuer Poutine, indépendamment du fait qu'il serait peut-être remplacé par quelqu'un de pire. Donc tuer un chef d'État, déjà, c'est complètement fou. Mais le dire ouvertement, mais c'est pas la première fois qu'il le dit, et ça avait déjà été dit aussi par Biden et par d'autres. Ça avait fait scandale d'ailleurs, puisque Zakharova avait dit, mais comment Biden peut dire ce genre de choses? Ça, c'est la première chose. Et il a dit, effectivement, en privé, il aurait dit qu'il était temps de mettre Trump dans la cible. Mais il y a Fico, donc le premier ministre slovaque, qui a eu une tentative d'attentat contre lui, il a été hospitalisé. Il y a eu des tas de tentatives au cours des derniers mois, tentatives d'attentat avec des drones sur le Kremlin, tentatives d'attentat contre le président du Burkina Faso, Traoré, tentatives d'assassinat aussi en Centrafrique, tentatives d'assassinat contre Trump. Erdogan aussi, que Yves Bataille a parlé ce matin en Allemagne. Il y aurait eu une voiture là, qui aurait tenté de l'atteindre. Ouais. Ouais. Et ça a été pareil pour Orban, puisqu'il y a un des gardes de Orban qui a été tué par une voiture bélier qui fonçait sur son convoi. Donc, mais Ouais. le président... Orban que Erdogan, Ouais. Le président, ça, il faut quand même s'en rappeler, le président iranien et son ministre des Affaires étrangères sont morts dans des conditions pour vraiment extrêmement bizarres. Parce que les attentats d'hélicoptères, c'est pas quand même quelque chose de très classique. Et bizarrement, ça ne touche toutes les morts de présidents ne touchent que ceux qui sont ouvertement contre les flux de migration, la culture LGBT+, trans, woke, ce que tu veux, le mondialisme, puisque tout ça va ensemble, le transhumanisme, etc. Donc ce sont uniquement des gens qui prennent parti contre ce que d'autres appellent l'état profond. Ça fait quand même, si tu veux, si tu en avais 3 de ce type-là et 2 d'un autre type, on pourrait dire pourquoi. Tu vois, la nouvelle présidente mexicaine, dans toute la campagne électorale, il y a eu 40 personnes politiques qui ont été assassinées. La plus LGBT, la plus climat, tu vois, énergie renouvelable, etc., en plus de religion juive, alors elle a jamais été inquiétée par le moindre attentat. Donc c'est comme s'il y avait un gilet pare-balles, tu vois, si t'es sioniste, pro-OTAN, pro-climat, pro-woke, LGBT+, pro-vaccin, pro-tout ça, alors bizarrement, statistiquement, il t'arrivera rien. Mais si t'es pas d'accord avec l'OTAN, si t'es pas d'accord avec ce qui se passe en Palestine, si t'es pas d'accord avec les injections des bébés ou des adultes ou des machins, si t'es pas d'accord avec les insectes dans l'alimentation, si t'es pas d'accord avec la politique climatique, si t'es pas d'accord avec un seul de ces critères-là, ta vie est en danger. Et ils le savent tous maintenant. Ils le savent tous. C'est-à-dire tous les chefs d'État reçoivent le message que maintenant, c'est peut-être l'heure de leur mort s'ils s'expriment en dehors de la pensée unique. Wow. On est véritablement rendu là, Bertrand. C'est quand on dit que le monde est sur le bord du précipice, surtout les pays occidentaux. Il y a... est-ce que ça prend ça pour éveiller la population? Comment éviter la révolution, les guerres civiles? Penses-tu qu'on peut avoir espoir encore à un éveil du peuple et de prendre en main... parce que c'est Valérie Bugeaud qui le disait aussi, parce que je veux revenir sur la Constitution. Valérie Bugeaud nous en avait parlé ici à l'émission. Elle en a parlé quand elle est venue au Québec. C'est beau avoir la plus belle Constitution au monde, mais si c'est mené par des gens qui n'ont pas d'éthique, ça va nulle part.
Comme le dit Valérie Bugeaud, un pays qui a une constitution, une banque centrale et un parlement est une dictature pseudo-démocratique. C'est là-dessus, Madame Bugeaud. Puis ici, on a plusieurs là, qui disent si on avait une autre constitution, si on avait on réécrivait la constitution. Pendant la COVID au Canada, plusieurs ont parlé des droits et libertés de la Constitution canadienne. On a vu qu'est-ce que ça a donné. Donc, ça prend pas juste la meilleure constitution au monde pour s'assurer le pouvoir du peuple par le peuple. Ça prend un peuple allumé aussi. Ouais. T'as parfaitement raison. Alors, bon, la phrase de Valérie Bugeaud, elle est très excessive. Parce qu'en fait, ce qu'oublie de dire Valérie Bugeaud, et c'est vraiment important, c'est qu'en réalité, c'est pas les outils qui sont mauvais. C'est pas la banque centrale qui est mauvaise. C'est pas la démocratie qui est mauvaise. C'est la manière avec laquelle la banque centrale, elle est pervertie par les gens qui font les taux d'intérêt, c'est-à-dire le fait qu'il y ait la possibilité que des acteurs privés s'enrichissent indûment et sans risque avec le travail du public. La démocratie, ça n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de démocratie à cause des médias, à cause des votes par correspondance, à cause de tous les systèmes de tricherie industrialisés qui sont mis en œuvre. Pourquoi invariablement les lois dans un pays comme la France sont faites pour rendre de plus en plus difficile le contrôle de la fraude? C'est-à-dire que les lois, elles devraient être faites pour permettre au maximum d'éviter la fraude. Nous, en France, les lois et les process sont faits pour qu'on ne puisse plus distinguer s'il y a eu ou pas fraude. C'est-à-dire que maintenant, dans le cadre des procurations, avant, tu avais des systèmes de liste et des systèmes de chiffrage par rapport aux procurations au niveau des villes. Et maintenant, en fait, ça ne se passe plus au niveau des villes, ça se passe au niveau global. Et donc, les gens ne peuvent plus savoir réellement ce qui s'est passé à la marge. Parce qu'en fait, si tu as 300 votes de plus dans une ville, bah, quand la personne était dans la ville et dit « Ah ben c'est bizarre, les chiffres sont pas ceux que j'ai vus au comptage », bah, on va lui expliquer qu'en réalité, c'est parce qu'il y a une réaffectation de procuration ou de machin, enfin, que c'est un peu compliqué, mais qu'il ne faut pas qu'il se pose de questions, tout est normal. Et s'il dit « Mais je voudrais vérifier », en fait, ce sera quasiment impossible, puisqu'il faudrait faire un travail avec toutes les feuilles d'émargement, tous les machins, tous les ceci, tous les cela. Bah moi, j'y comprends pas trop, mais il y avait un député français qui était passé et qui faisait partie de ces commissions et qui disait, mais c'est hallucinant, puisqu'on est arrivé, et il dit, moi j'ai constaté sur plusieurs villes où j'ai fait des tests, où il y avait des élections qui jouaient à 160, à 60 voix près, et il y avait plus de 150 procurations dont on n'était pas capable de comprendre qui était derrière. Et il s'est passé la même chose aux États-Unis en 2020, et sans doute souvent. Et il faut savoir que les partis politiques eux-mêmes, on avait vu, ça avait fait rire beaucoup de monde pour LR, mais il y avait eu la candidate à la dernière présidence qui, entre autres, avait reçu des votes de chiens. C'est-à-dire que des gens avaient fait adhérer à la dernière minute leurs chiens. Mais Oscar ou Toutou, Oscar Toutou, en fait, c'était des noms qui n'existaient pas. Et des morts et des machins. En fait, c'était du gonflage. Alors évidemment, ils étaient à jour de leur cotisation, parce qu'ils avaient fait ça bien. Tu vois, c'était quoi de mettre 20 000 balles dans ton parti si ça permet de choisir la candidate, tu vois, quand ils ont... quand ça va représenter tellement d'argent en sens inverse qu'ils vont revenir dans ton escarcelle. Enfin, on a quand même découvert dans l'élection pour les européennes de Zemmour, les chiffres qui sont évoqués, les chiffres de campagne, c'est 5 millions pour Marion Maréchal Le Pen. Et il y a beaucoup de gens qui disent une partie considérable de cet argent est partie dans les poches de consultants à raison de 2 ou 3 000 euros par jour avec des contrats sur plusieurs mois. Donc, et ça, c'est sans doute le sommet de l'iceberg. Tu as beaucoup d'argent qui circule. Et ça, c'est à l'échelle d'un tout petit parti. Donc, t'imagines pour un plus grand parti.
Et ensuite, imagine pour un État. On a le président français qui donne, sans jamais demander son avis à personne, des milliards à l'Ukraine et qui nous explique qu'on doit se serrer la ceinture. La France aurait donné, selon les chiffres que j'ai lus au cours des derniers jours, pratiquement 30 milliards. Et ça, c'est ce qu'on a donné en direct. C'est pas ce qu'on a donné au travers de l'Union européenne. Et personne ne sait dire si c'est un don, si c'est un prêt, si c'est une vente, si c'est comment tout ça va être valorisé. Est-ce que c'est l'Europe qui va payer une partie? Est-ce que c'est et après ils osent parler de tels trucs de remboursement qui représentent 1 milliard ou 1,5 milliard. Mais 28 milliards, c'est 15 ans d'1,5 milliard qui est un budget à l'intérieur de la sécurité sociale dont tout le monde a envie de se débarrasser, mais qui est un budget qui est, entre guillemets, et quitte à choquer, l'honneur de la France et de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas crever quelqu'un dans la rue parce qu'il n'a pas d'argent. Donc on le soigne. On ne lui demande pas de faire un dépôt avec sa carte bleue. On ne lui dit pas « Non mais vous êtes pauvre, bah, désolé, vous allez mourir parce que vous n'êtes pas français et vous êtes pauvre. » Je crois que les gens qui disent ça sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ce sont des gens qui sont tellement abrutis à voir qu'on trouve normal que les hôpitaux soient détruits à Gaza, que les gens soient opérés à même le sang, des enfants sans vaccin, sans antiseptiques, sans rien, bombardés avec du phosphore. Mais c'est des images horribles. Alors évidemment, à quelqu'un qui a une rage de dents, qui est malien, qui est arrivé, machin, bah, qui crève de septicémie, on n'en a rien à foutre. La sécurité sociale n'a pas d'argent. Mais c'est normal de filer, les mêmes partis trouvent normal de donner 28 milliards, qui est notre honte, puisque ça participe à tuer des gens et à détruire un pays. Mais les personnes ne savent pas ça, ils ne comprennent pas ça. Les adolescentes, les jeunes femmes à Gaza, et pratiquement tous les enfants, ils ont l'hépatite A à cause du caractère insalubre de l'eau, etc. Ils ont tous les jeunes filles ont des infections vaginales parce qu'elles ne peuvent pas faire de toilette intime. Les femmes, pareil. Il y a beaucoup de fausses couches, comme il n'y en a jamais eu. Mais toutes ces statistiques n'intéressent plus personne. Si tu es blessé gravement suite à un bombardement, mais que tu meurs pas sur le coup, tu n'es même pas compté comme un mort suite à la guerre. Tu es juste considéré comme un mort. C'est-à-dire que maintenant, les associations humanitaires très sérieuses, dans le cadre de l'ONU américaine, etc., disent que ce chiffre de pratiquement 40 000 morts est entre 5 et 10 fois inférieur à l'impact sur la vie. C'est-à-dire que c'est peut-être entre 200 000 minimum selon eux et 400 000 morts. C'est-à-dire sur les 2 400 000 personnes qu'il y avait à Gaza, bon bah il y a eu, disons, 100 000 morts naturelles depuis le début, donc des gens qui sont morts de vieillesse ou de maladie qui seraient morts indépendamment de la guerre, mais il y a eu 400 000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y avait la possibilité de faire un référencement de la population, eh bien, véritablement, on se rendrait compte qu'il y a eu beaucoup plus de morts, c'est ce qu'on appelle les excès de mort, tu sais, c'est ce que font les gens pour voir les conséquences de la vaccination, les effets secondaires, etc. C'est qu'est-ce qu'il y a comme surmortalité par rapport à l'habitude. Eh bien, ils évaluent ça à plus de 400 000. Sur une population à l'origine de 2 500 000 personnes, on ne peut plus la douter du terme de génocide. Le fait de parler de 40 000 morts, ça permet de dire, ben non, 40 000 morts, c'est pas tellement. Alors déjà, 40 000 morts, si tu mets ça à l'échelle des États-Unis, qui ont une population de 450 millions, c'est 20 fois plus. Donc 40 000, déjà, ça veut dire 1 million de morts par rapport à... Non, c'est 200 fois plus. Ça veut dire 10 millions de morts par rapport à Gaza. Les États-Unis, c'est 2 fois plus de population. 200 fois plus. La Chine,
c'est 800 fois plus, puisque c'est 1,5 milliard. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire 800 fois plus que 40 000 morts, qui est le chiffre officiel? Ça veut dire 32 millions de morts. Ça veut dire plus de morts que les morts russes pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été dans des proportions inimaginables. Et donc, si tu imagines que la réalité, c'est que c'est 5 fois plus de morts en réalité, parce que c'est des blessés qui n'ont pas survécu à leurs blessures, mais qui sont morts quelques jours après. Et il y en a des tas. Les enfants qui meurent, qui sont brûlés à 80%, qui vont vivre, qui vont survivre quelques jours ou quelques heures, mais qui n'auront pas été tués par les bombes, ils ont été tués par l'absence de soins, donc ils ne sont pas dans les mêmes statistiques. J'ai pris ça sur Telegram, sur les bombes à Gaza, 70 000 par rapport à ce qu'on a lancé sur Londres, Hambourg et Dresde pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui se passe en ce moment. Et ça, je dois te dire aussi, nous qui sommes sympathiques à Trump, mais qui le voyons pas comme un sauveur, hein? Chaque personne a sa part à faire là-dedans. Faut pas attendre l'arrivée d'un sauveur. Ça a été difficile de faire le pas. Ce matin, j'ai eu le droit avec la seule intervenante de l'émission qui m'a décrit le Hamas comme étant un parti politique de terroristes. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'on doit opposer au niveau politique chez les Palestiniens face à ce qui se passe là depuis le début du siècle, où on leur a pris leur territoire? Parce que ça, c'est difficile. Cette semaine aussi, un des faits qu'on a eu au Canada, je ne sais pas trop en Europe comment ça s'est passé, mais on a réussi, via la Cour en Ontario, de démanteler les campements qui appuyaient la cause palestinienne. Et à Montréal, la même chose. Et là, c'est là aussi qui est difficile. Là, comme ici, nous, on traite l'actualité, on est capable de faire la différence dans ce qui se passe en Israël et dans la bande de Gaza, en Ukraine. On peut plus se servir de droite-gauche pour analyser ça. Il faut dépasser ça si on veut comprendre ce qui se passe. J'ai plusieurs qui, entre autres, on avait souvent la phrase que l'Israël, on doit la défendre parce que c'est la seule démocratie du Proche-Orient. Il y a beaucoup de mythes en ce moment qu'on doit dépasser si on veut comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, sortir de cette ignorance-là que le mépris facile. On va terminer là-dessus, Bertrand, si tu veux. Comment ça, moi, je pense qu'il faut sortir de la partisanerie. Hein. Faut consulter des gars comme toi, des femmes qui connaissent bien l'histoire, qui connaissent bien les rouages de la gouvernance pour nous éclairer, pour éclairer le peuple là-dessus. Moi, en tout cas, c'est la mission que je me donne. Sortir de la partisanerie, puis essayer de voir les faits, sortir du brouillard de la guerre, de la propagande de la guerre pour mieux comprendre. Comment on peut conclure cette émission-là aujourd'hui? L'égocentrisme occidental qui voit toutes les autres, la Chine comme étant une dictature qui aime pas sa population, la Russie, souvent on se réfère au film de Rocky où le méchant soviétique est caché dans notre headset, prêt à nous poignarder. Il faut sortir de cette partisanerie-là, puis ça presse. Hein? Ben, je vais te répondre en partant de quelque chose d'assez différent. Il vient d'y avoir des élections au Royaume-Uni. Et le parti conservateur qui était au pouvoir depuis une vingtaine d'années et qui avait à sa tête Sunak, et tout à l'heure vous parliez avec Vernochet du rôle de ses prédécesseurs dans la situation en Ukraine, mais également la situation à Gaza. Mais Sunak décide subitement de faire exactement la même chose qu'a fait Macron,
c'est d'appeler au vote pour l'Assemblée. Qu'est-ce qui venait de se passer au moment où il prend cette décision? Il y avait déjà quelqu'un qui s'appelle Galloway qui avait été élu. Et donc c'était la seule personne au Parlement anglais qui s'exprimait ouvertement contre la politique d'Israël et pour Gaza. Le seul. Tous les autres ont leurs préoccupations, le Brexit, l'Europe, la banque, le machin, enfin tu vois, des vraies préoccupations de politique politicienne dans un pays. On ne s'intéresse pas tellement à l'étranger. Et c'était un peu ce qui s'était passé avec LFI en France, qui prenait ces positions-là. Mais quand ils sont rentrés dans un bloc politique, les autres membres du bloc leur ont dit, si vous voulez être avec nous, vous devez vous taire sur ce sujet. On n'accepte pas. Et aujourd'hui, on a une personne qui a été élue députée qui dit il faut maintenant que quelqu'un qui prendrait la nationalité française reconnaisse l'État d'Israël dans le cadre d'une déclaration signée, et que si jamais un jour il montrait dans son attitude qu'il ne respecte pas, il serait déchu de sa nationalité, on le renverrait immédiatement. Et à aucun moment elle se demande si il pourrait exprimer ça par rapport à un génocide et une condamnation de génocide. C'est parce que tu peux critiquer Israël sans vouloir nuire à l'État d'Israël. Tu peux critiquer la politique d'un pays. C'est quand même normal. On revient à ton sujet qui est la Constitution américaine, c'est la liberté de penser et la liberté d'exprimer des choses. Aujourd'hui, les lois, elles essayent de t'empêcher par petites niches, mais tu vois, c'est des loquets de t'empêcher de penser. Mais revenons à l'Angleterre. Et donc, Sunak, qu'est-ce qu'il avait fait quand la Cour pénale internationale a dit « Je veux émettre des mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité ». Et le point clé, c'était la famine, le manque d'eau, le manque de nourriture, le manque d'accès aux soins, mais de façon industrialisée, volontaire, comme une politique avec punition collective et qui ne vise en réalité que les civils, femmes et enfants. Et après, il y avait d'autres aspects, des prisonniers sans chef d'accusation, uniquement parce que c'est des hommes et valides. Donc Israël disait, vous pouvez quitter cette zone pour aller dans une zone libre, mais en fait, ils faisaient des filtres. Et tous les hommes valides, ils étaient arrêtés, juste parce qu'ils étaient valides. Ils pouvaient être boulangers, bouchers, médecins, machin. Ils étaient mis nus et ils étaient envoyés dans des camps. Donc dans lesquels il y a eu, déjà tous les hommes quasiment étaient arrêtés, mais là les chiffres, c'est qu'il y a plus de 23 000 personnes, hommes, en plus depuis le 7 octobre, qui ont été arrêtés. Alors évidemment, ce n'est pas tous les hommes. Il y en a qui passaient par d'autres endroits, enfin qui n'ont pas été, qui sont pas passés dans ces filtres entre guillemets, mais il y en a 20 000. C'est des images qui sont épouvantables. Ils sont mis dans des stades, ils sortent, et leur corps est cassé, ils n'ont qu'une envie de se suicider, ils n'ont pas eu de soins. Même quand il y en a un, c'était un bodybuilder il y a quelques mois, il sort, il ressemble quasiment à un cadavre. C'est des images qui sont épouvantables. Et là, je te parle de personnes qui sortent vivants, parce qu'il y en a plein qui sortent pas vivants, et comme ils n'ont pas été enregistrés comme étant entrés, on ne sait pas si, comme d'autres, ils vont mettre sous des décombres sans qu'il y ait aucune trace d'eux. Et il y a des informations selon lesquelles ils ne reviennent pas forcément avec tous leurs organes. Donc c'est quand même vraiment épouvantable. On a vu des personnes qui étaient tuées et d'autres qui étaient tués sous des roues de char alors qu'ils étaient attachés. Et grâce à des téléphones, il y a des gens qui filmaient ça. Mais ça, ce serait fait par n'importe quel autre pays au monde. Mais tous les médias du monde montreraient les images. Mais là, il y a les images, et ça concerne Israël, rien. Et donc, la CPI a retenu tous ces éléments-là, toutes ces preuves. Parce qu'il y a 3 images, tu vois, c'est pas de l'intelligence artificielle. Il y a 3 téléphones qui ont filmé la même chose. Il y a plein de témoignages, plein de déclarations. Ensuite, quand il y a le charnier à côté de l'hôpital où il y a 300 cadavres qui ont été enterrés en urgence, et il n'y a qu'Israël qui a pu faire ça, puisque
de toute façon, jusqu'à là, ils contrôlaient tout et personne n'avait les moyens. Et donc, ça a été fait loin des caméras, quand Israël contrôlait quasiment tous ces endroits-là. Et ils ont enterré, enfin, tu vois, c'est des scandales, les humanitaires, les journalistes. Tous les jours, il y a des journalistes qui sont blessés. Bref. Donc, la CPI a un énorme dossier. Le procureur de la CPI dit, voilà, je transmets au juge pour émission d'un mandat d'arrêt international contre le ministre de la Défense israélien et Netanyahou. On se rappelle tous la vitesse à laquelle le mandat d'arrêt avait été émis contre Poutine pour, soi-disant, des enfants qui étaient enlevés. Et là, il y avait eu un zèle incroyable, il n'y avait eu aucune question. Et bien là, les Américains qui ne font pas partie de la Cour pénale internationale, qui s'étaient félicités du mandat d'arrêt contre Poutine en disant que si jamais il osait venir aux Nations Unies, évidemment, il serait saisi et remis à la Cour pénale internationale. Donc ça prouve le double standard des Américains. Ils ne respectent pas, mais quand ça les arrange, ils respectent. Mais surtout, les Américains ont demandé aux Anglais d'empêcher l'émission de ce rapport, de ce mandat d'arrêt. Mais ça, c'était à l'époque de Sunak. Eh bien, la première chose qu'a demandé Biden au successeur de Sunak, c'est surtout, mais on sait bien, il y a eu l'affaire Assange toutes ces années, comme les Américains sont dociles, et le fait qu'Assange ait été libéré à ce moment-là, enfin, tu vois, c'était peut-être une négociation du travailliste avec les Américains. Vous libérez Assange, mais on vous donnera le fait qu'il n'y ait pas de mandat de la CPI. Parce qu'en fait, comme l'Angleterre est membre de la Cour pénale internationale, en tant que membre, ils peuvent mettre un espèce de veto qu'ils doivent documenter. Et compte tenu du veto, les juges sont souverains, ils tranchent, mais ils peuvent être convaincus par les raisons émises par les Anglais. Et donc les Anglais ont jusqu'au 21 juillet pour émettre un rapport et demander que l'argent, enfin pas le mandat ne soit pas émis. Mais on sait depuis par des indiscrétions que les Français sont très actifs aussi, mais pas officiellement, mais que les Allemands sont très actifs aussi. Mais ils ne le disent pas non plus, parce qu'ils ne veulent pas dire qu'ils veulent empêcher un mandat d'arrêt contre l'évidence, entre guillemets. Ben oui. Et c'est là où tu vois à quel point c'est horrible, parce qu'en réalité, le fait qu'il n'y ait pas ce mandat d'arrêt émis, le fait qu'il n'y ait pas encore de décision de la Cour internationale de justice, ça crée une pression incroyable sur les gens comme toi, moi ou d'autres qui voudraient pouvoir s'exprimer librement. Parce que si les juges décident de ne pas émettre le mandat d'arrêt, ça sous-entendra que les juges considèrent qu'il n'y a pas manière à accuser Netanyahou de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Et ça voudra dire que toutes les personnes qui auraient pu dire qui commettaient des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité en s'appuyant sur ce que disait le procureur ne pourront plus s'appuyer sur ce que disait le procureur de la Cour pénale internationale. Et donc, on pourra les emmerder. C'est-à-dire que l'histoire pourra être écrite. Parce que moi, si je fais, évidemment, j'ai pas le dossier de 50 000 pages de la Cour pénale internationale avec tous les témoignages, etc. Donc, eux, s'ils réussissent pas à convaincre un juge, parce que les Anglais convainquent le juge, si tu veux, comment toi, tu veux réussir à te défendre face à ça? Avec quelqu'un qui va dire, regardez, franchement, vous avez dit ça. Et donc, l'enjeu, il est considérable. Et on revient toujours à la Constitution américaine. Elle seule protège de ça. C'est-à-dire que la Constitution américaine te permet, indépendamment de la Cour pénale internationale, de t'exprimer. Voilà. Et à charge à quelqu'un d'autre de dire non, ce qu'il dit, je suis pas d'accord et je vais vous démontrer pourquoi. Mais dans des pays comme l'Union européenne, par cliquet, ils ont détruit ça.
Et c'est en ça que la Constitution américaine est très attaquée aujourd'hui, mais elle a cet avantage souverain que la liberté la plus importante, c'est l'article 1 de cette Constitution, et c'est Liberté d'expression. en ça qu'elle a quelque chose de merveilleux. Et tu regardes, toutes les autres constitutions sont des constitutions maçonniques ou judaïques, ou appelle ça comme tu veux, tu sais, c'est le fameuse vidéo, et pas du tout humaniste, entre guillemets. La seule constitution qui a été construite sur des bases humanistes, c'était celle-là. Et ensuite, tous les francs-maçons, tous les gens qui ont voulu, les adorateurs du diable, ont tout fait pour essayer de détruire ça. Et c'est un travail considérable. C'est vraiment le lieu de la lutte du bien contre le mal. Et donc souvent, on voit le meilleur qui arrive des États-Unis et le pire. Mais à la limite, c'est rassurant, parce qu'il y a la possibilité du meilleur. Alors que chez nous, le meilleur arrive quand même de plus en plus rarement. Ah oui, ah oui. Bertrand, c'était un grand plaisir parce que moi, là, au Québec, je l'entends depuis longtemps que la Constitution américaine, c'est la meilleure au monde. Ce matin, j'ai eu des explications très fragmentaires. On me disait, ah oui, quand je vais aux États-Unis, je me fais dire good morning, puis est-ce que ça va bien? Puis c'est pour ça que c'est la meilleure Constitution au monde. Là, en quelques minutes, tu as réussi à me faire comprendre les 2 premiers articles. C'est la première fois que moi, en tout cas, je comprends, je peux apprécier cette Constitution américaine-là et certains aspects, mais ça ne nous sauve pas de, comme tu dis, il peut y arriver le meilleur et le pire. Ça dépend tout le temps qui est à la barre du gouvernement également. On l'a vu pendant la COVID, on peut nous créer des crises qui nous font oublier ces droits-là qu'on possède. On est capable de nous manipuler. Les médias ont un rôle vraiment important qu'ils ne jouent pas. Hein, on dit que c'est la 5e colonne du pouvoir. Et on va en reparler dans les prochaines émissions de ce pouvoir-là aussi des médias. On en parle régulièrement, toi et moi. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment le titre des États-Unis, la meilleure démocratie au monde, vraiment. Et là, je peux le dire, vraiment, oui, pour ce que tu viens de nous expliquer. Un grand merci. Nous, on tombe en congé je tombe en vacances pendant 3 semaines. On va se revoir le dimanche 11 août. Ce sera notre prochaine émission. Mais je veux dire juste quelque chose de très important. Parce que parfois, et tu sais très bien, toi, tu reçois des messages, des commentaires, les gens sont déstabilisés par les positions que je prends. Parce que parfois, ils se disent, tiens, Bertrand, c'est plutôt quelqu'un qui est patriote. Pourquoi il critique le Rassemblement national et Bardella? Tiens, Bertrand, c'est quelqu'un qui est plutôt pro-russe. Et pourquoi il critique pas les Américains et il dit que la Constitution américaine est géniale? Parce que moi, je raisonne pas comme ça. Je fais pas partie de l'équipe d'un tel ou de telle position, etc. Ce qui est intéressant, c'est, entre guillemets, la vérité des choses. Moi, quand je dis Trump, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement important et c'est une nouvelle formidable qu'il ne soit pas blessé gravement, etc. parce qu'il a un rôle à jouer. Je ne dis pas ça sans y avoir beaucoup pensé. Je ne dis pas ça parce que je suis un fan politique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me rétorquent, mais regarde, il a dit Jérusalem c'est la capitale d'Israël et puis il n'arrête pas de vouloir donner de l'argent et des armes, etc. Je dis, Trump c'est un fin politique, c'est un bluffeur, c'est un joueur de poker. Ne vous fiez pas à ce que vous avez l'impression qu'il vous montre, fiez-vous au fait qu'il n'y avait pas eu la guerre. Fiez-vous au fait que pendant le mandat de Trump, c'est la seule fois où l'État palestinien était très heureux. C'était la première fois qu'en réalité, ils étaient contents d'accords conclus avec les Américains. Et c'est Trump qui a fait ces accords. C'est pas les Chinois, c'est pas les Américains, etc. Trump, il avait réussi à avoir Kim Jong-un. C'était quand même incroyable quand on voit la place qu'occupe ce pays. Là, grâce à la Russie, on est en train de découvrir la véritable puissance de la Corée du Nord. C'est pas un petit pays.
Or, nous, on s'était présenté comme un pays ridicule avec un tyran d'opérette, mais qui voulait la bombe atomique. Genre, non, c'est un pays très puissant, industriellement, démographiquement et militairement. C'est vraiment un pays qui est fascinant. Et ce serait mieux de ne pas être ennemi avec ce pays. Ah oui, il faut faire la part des choses. Exactement. Oui, exactement. Merci beaucoup, Bertrand. Merci, Carl. Bonnes vacances. Oui, je m'en vais jouer au golf là, avec mes garçons. Je m'en vais tout de suite et je vais aller me reposer et revenir en force le 11 août avec toi. J'ai déjà hâte de t'entendre. Merci. Alors, c'était Bertrand Scholler en direct. Vous avez son adresse courriel, newsletter à commercial 55 Le Campanile. Prenez bien en note là, les majuscules parce que ça peut être mêlant. Si vous voulez acheter du miel à Bertrand Scholler ou communiquer avec, vous avez son adresse.